Est-ce bientôt la fin de l'ONU des Nations Unies? Le Conseil de la paix lancé la semaine dernière par Donald Trump va-t-il porter le coup de grâce à une organisation déjà fragilisée et critiquée depuis des années? Nos invités nous ont rejoints. Bonsoir Pierre Baudot-Livinec, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit international à l'Université de Nanterre, près de Paris. Anne-Cécile Robert, journaliste, directrice adjointe du Monde diplomatique. Bonsoir et bienvenue également. Je signale votre livre, professeur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, autrice notamment de Qui veut la mort de l'ONU du Rwanda à la Syrie, histoire d'un sabotage, édition Erol. Anne-Cécile Robert, le Conseil de la paix de Donald Trump lancé la semaine dernière, signe-t-il le début de la fin pour l'ONU? Je vous pose d'autant plus la question qu'à l'instant, on apprend que le président brésilien Lula, qui n'est pas forcément l'allié, on peut le dire, de Donald Trump, eh bien, discute avec lui pour une éventuelle entrée et qu'une rencontre est prévue à Washington. Il faut se rappeler que l'ONU est une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire qui repose sur la volonté de ses États membres. Donc si ces États membres la défendent, elle peut vivre. S'ils jouent le jeu, elle peut vivre. S'ils veulent faire autre chose, elle est fragilisée. Et incontestablement, nous vivons une période où il y a un petit doute sur l'engagement de certains États, notamment parmi les plus puissants, comme les États-Unis, qui sont par ailleurs fondateurs de l'ONU. Le siège est à New York. Le siège est à New York. Et on se demande si les autres États, qui sont quand même très majoritaires pour l'instant, qui soutiennent l'ONU, vont être en situation de se coaliser, de construire un rapport de force pour que les menaces, les attaques, souvent injustes à mes yeux, qui sont faites à l'ONU, soient repoussées. On va y revenir justement sur ces attaques et sur ce qui est reproché à l'ONU. Pierre Baudot-Livinec, un club privé pour gérer les affaires du monde, ce sont les mots des détracteurs de ce Conseil de la paix. Donald Trump est-il en train de dynamiter l'ONU ? Je ne suis pas sûr qu'elle en ait vraiment besoin, en tout cas si on parle du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, malheureusement, n'a pas attendu la création de ce Conseil de la paix, on a envie de mettre des guillemets sur ce Conseil de la paix, pour être en grande difficulté depuis plusieurs années, et même avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Après ce Conseil de la paix, j'ai envie de dire qu'on a l'impression que c'est le dernier délire égotique du président Trump. Et je suis désolé d'être un petit peu direct. C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché au président Trump de ne pas faire de droit international ou de l'ignorer, mais c'est presque pire quand il en fait. Parce que là, il a créé une organisation qui est formellement une organisation internationale, qui répond aux critères de l'organisation internationale, mais qui repose totalement sur lui, sur sa personne ad hominem. Le Conseil de sécurité, à mon avis, survivra à la création de ce Conseil de paix, mais ça ne résoudra pas les problèmes internes à l'ONU et au Conseil de sécurité qu'il doit impérativement résoudre. Alors, on le rappelle, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot dans l'actualité. ONU, 3 lettres, Organisation des Nations Unies. C'est au programme, évidemment, scolaire assez tôt, finalement. Et pourtant, on a tendance à oublier. Voici les missions de l'ONU. Maintenir la paix et la sécurité internationale, protéger les droits de l'homme, fournir de l'aide humanitaire, promouvoir le développement durable et garantir le droit international. Voyez donc les piliers de cette organisation née en 1945 après la SDN, la Société des Nations. Anne-Cécile Robert, on le dit donc, avant même ce Conseil de la paix de Donald Trump, l'ONU était critiquée, accusée d'être inefficace, voire, pour les critiques les plus dures, de ne servir à rien. Faux. Alors, c'est un sport très ancien, taper sur l'ONU, c'est extrêmement facile. Et c'est vrai qu'il y a des raisons de le faire. C'est vrai qu'il y a de la bureaucratie, c'est vrai qu'il y a des échecs spectaculaires. L'ONU n'a pas pu arrêter la guerre en Ukraine ou à Gaza. Mais au-delà de ces échecs spectaculaires, il ne faut quand même pas non plus verser dans la caricature. L'ONU, depuis 80 ans, a fait des choses. Elle a créé du droit international, des centaines de traités qui ont été adoptés. Elle a empêché des conflits aussi. Elle a empêché des conflits. Il y a des opérations de maintien de la paix qui ont régulé des choses, accompagné des processus. Avec les fameux casques bleus, bien sûr. Exactement, qui se font tirer comme des lapins parfois, mais qui ont rempli leur mission. Donc il faut voir les choses de manière, dans beaucoup de cas, il faut voir les choses de manière un peu équilibrée et surtout poser le bon diagnostic. Quand l'ONU ne marche pas, c'est souvent de la faute de ses États membres. Encore une fois, c'est les gouvernements. 193 États membres. Exactement, 193 États membres. Et on voit que quand ils s'accordent, ça marche. Ils arrivent à créer des opérations, des processus. On l'a vu, c'est un peu ancien, mais en 1990, quand il y a eu la guerre Irak-Koweït, c'est quand même le Conseil de sécurité qui a pris ça en main, qui a géré l'avant, le pendant, l'après. Il y a des tas de gens qui, à l'heure où nous parlons, seraient morts sans l'ONU.
parce que c'est l'ONU qui distribue de la nourriture, qui distribue des vaccins, qui accompagne des C'est-à-dire qu'il y a l'ONU, processus. il y a à côté de l'ONU, c'est aussi l'Organisation mondiale de la santé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est tout un tissu, en fait, d'organisations qui œuvrent à, en tout cas, éviter, prévenir les crises, en tout cas, éviter que ce ne soit pire. Oui, on parle souvent d'une famille des Nations Unies et ce n'est pas un terme galvaudé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs que vous avez rappelés sont tout à fait justes. Le préambule de la Charte des Nations Unies dit voilà, il faut éviter le fléau qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Donc le but, l'obsession, c'est le maintien de la paix et la sécurité internationale. Mais la paix, ce n'est pas uniquement la fin de la guerre. C'est aussi construire les conditions sociales, culturelles, économiques, d'où toutes les organisations, l'UNESCO, l'OMS, que les États-Unis viennent de quitter, toutes ces organisations qui gravitent autour de l'organisation centrale pour favoriser les conditions de la paix. Ouais. Alors, je vais prendre un cas concret. Regarde aujourd'hui, on le disait tout à l'heure et on le disait quand on parlait de l'Iran. Il y a la rapporteuse de l'ONU qui dit qu'il y a probablement des dizaines de milliers de morts et que la coupure Internet, ça a sans doute masqué l'ampleur de la répression. Mais d'un autre côté, on n'entend pas du tout, je parle sous votre contrôle, le secrétaire général de l'ONU pour dire attention, il y a le navire Abraham Lincoln qui arrive, attention, il faut éviter cette guerre. Et preuve que c'est compliqué aussi pour l'ONU. Le secrétaire général s'est exprimé. Il y a des instances de l'ONU qui concernent les droits de l'homme s'expriment dans ces cas-là. Après, on a un problème politique parce que juridiquement, c'est une affaire intérieure, cette histoire-là. Ouais. Et donc, la répression, mais moi je parle là du coup du risque potentiel de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ah oui, alors là on est dans le cas d'un conflit on n'entend pas beaucoup l'ONU. international. Alors ça dépend. Est-ce qu'elle est gênée? Non mais c'est l'ONU, c'est quoi dans ce cas-là? Parce qu'il y a l'Assemblée générale, il y a le secrétaire général, il y a le Conseil de sécurité. Donc si les choses évoluaient d'une manière belliqueuse, il n'est pas exclu qu'un membre du Conseil de sécurité pose la question et que le Conseil de sécurité soit amené à en débattre. Mais comme les États-Unis ont le veto et qu'ils ont des alliés, il ne se passera rien. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un système, encore une fois, intergouvernemental, où il y a des puissances qui s'affranchissent du droit. Alors intéressant, parce que les États-Unis et Donald Trump parfois reprochent à l'ONU de ne servir à rien, mais en même temps, ceux qui bloquent parfois la résolution des conflits sont précisément ceux qu'Anne-Cécile Robert vient d'évoquer, à savoir ceux qui sont détenteurs du droit de veto, droit de paralysie. Non, pas forcément un droit de paralysie. Il faut comprendre que le droit de veto, il a été créé en 1945 pour garantir que des États aussi différents que la Chine, l'URSS, Russie aujourd'hui, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis puissent s'asseoir autour de la table. L'un des grands avantages de l'ONU, et ça reste aujourd'hui, c'est que vous avez dans la même pièce, à l'Assemblée générale, l'Iran, Israël, l'Arabie saoudite. Il y a 15 membres dans le Conseil de sécurité et 5 permanents. Voilà, et 193 à l'Assemblée générale. L'ONU, c'est un endroit où tout le monde se réunit. Voilà, et on peut espérer qu'ils se parlent. Pour ce qui est du droit de veto, il a eu une pertinence pour maintenir les États ensemble. Le problème, je ne veux pas être trop technique, mais vraiment en 2 secondes, le problème est le suivant. L'évolution du Conseil de sécurité n'a pas... la composition, excusez-moi, du Conseil de sécurité n'a pas évolué depuis 1961. Il y a 15 membres, il y a 193 États membres dans toute l'organisation. Donc, en fait, le Conseil... En 1961, c'était l'entrée de... C'était l'élargissement à 15 du Conseil de sécurité. Ils étaient à 11 au départ. Voilà. Mais ça n'a pas bougé. Et les 5 permanents n'ont pas bougé non plus. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de représentativité du Conseil. Et dernier point... Les pays du Sud, d'ailleurs, dernier point, allez-y. Juste un instant, bien sûr. Il y a des candidats en Afrique, il y a des candidats en Amérique du Sud, le Brésil, dont vous parliez à l'instant. En Asie, il y en a. Mais... pour modifier la composition du Conseil de sécurité, il faut l'accord des permanents. Et donc, il y a un veto sur la modification du Conseil. Donc le Conseil risque de s'écrouler de lui-même. Alors j'aimerais juste quand même voir un peu qui contribue financièrement pour le coup, parce que là on sait que Donald Trump, c'est un de ses griefs, l'argent. Donald Trump, il aime ça, il ne faut pas le gaspiller. Alors parfois, c'est vrai que l'ONU donne le bâton pour se faire battre. Regardez les pays contributeurs, les principaux en tous les cas, pour l'exercice 2020. Là, on parle du budget ordinaire. Les États-Unis, évidemment, on retrouve les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, avec la Chine, pas seulement d'ailleurs. Des pays comme le Japon et l'Allemagne sont devant la France, qui est les membres du Conseil de sécurité. Et sur les opérations, on va voir un diagramme cette fois, des 10 principaux contributeurs lors des opérations de maintien de la paix que vous évoquiez tout à l'heure dans le monde. Et bien là aussi, 2020-2021, on retrouve les États-Unis, la Chine notamment, la Russie entre autres. Et donc, voici
Ce diagramme, Anne-Cécile Robert, sur la question du Conseil de sécurité. Alors, je précise votre livre plus récent que celui que j'ai cité tout à l'heure, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, chez Armand Collin, ouvrage paru en 2024. Il faut une réforme d'urgence. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui-même le dit. Ça fait longtemps qu'on parle d'une réforme du Conseil de sécurité, mais bizarrement, ça avance en ce moment. Alors, facteur Trump quand même à prendre en compte, parce que ça pourrait bloquer cette avancée, mais on est à peu près d'accord maintenant pour un élargissement du Conseil de sécurité, y compris à 2 pays africains. En revanche, il n'est pas question d'étendre le droit de veto à ces nouveaux membres qui obtiendraient le statut de membre permanent. Mais la question d'une meilleure représentativité avance, mais ça serait un coup d'épée dans l'eau si on n'a pas en même temps repensé les missions du Conseil de sécurité, les rapports avec l'Assemblée générale, parce qu'on aura un Conseil de sécurité plus représentatif, mais avec les mêmes blocages du point de vue politique et des relations diplomatiques entre les États. En fait, ce dont il faut parler aussi ce soir, c'est le multilatéralisme. Est-ce qu'il n'est pas devenu caduc ? Par exemple, qui fait la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? C'est la Chine. Alors, je parle sous votre contrôle, peut-être d'ailleurs sous l'égide de l'ONU. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Il peut y avoir la bonne volonté et la puissance d'un dirigeant, et il peut l'inscrire effectivement sa démarche dans le cadre des instances internationales. Mais est-ce qu'on n'a pas changé de paradigme sur justement la manière de faire, de pratiquer les relations internationales? Je ne sais pas si on a changé. Gaza, il y a un urgent qui vient de tomber. Les familles des otages israéliens disent désormais il n'y a plus un seul otage. On peut dire désormais il n'y a plus un seul otage à Gaza. Les Palestiniens ne sont plus sous les bombardements de l'armée israélienne. Tout n'est pas réglé, évidemment, mais c'est grâce à Donald Trump. Ce n'est pas grâce à l'ONU, même s'il aurait pu le faire dans le cadre de l'ONU. Il a écrasé l'ONU, enfin, il n'a pas lui tout seul, mais Netanyahou a quand même écrasé la possibilité pour l'ONU d'agir sur le terrain. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas trop demander aux Nations Unies. Il y a ce que vous avez dit, ce que Mme Robert a dit sur le poids des États, et puis il y a des problèmes propres à la bureaucratie des Nations Unies. Je ne sais pas si on change d'air véritablement. Je pense qu'il y a toujours eu dans l'histoire des organisations internationales, ça pas toujours, mais depuis quand même, finalement, vous avez rappelé même la SDN, et puis à côté de ça, des médiateurs, des États ou même des personnalités, des émissaires, des agents secrets, qui ont aidé à faire la paix. Ce que l'on voit aujourd'hui qui est intéressant, je laisse de côté ce Conseil de la paix assez baroque, c'est une recomposition, à mon avis, autour de puissances moyennes. Même on pourrait parler de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe aujourd'hui? Bien sûr, on a l'Union européenne comme entité, mais on voit finalement... regardez le rôle du Qatar. J'évoquais le rôle de la Chine, bon, c'est une grande puissance, mais du Qatar, des Émirats arabes unis qui, ce week-end, négociaient la paix entre l'Ukraine et la Russie. Avec l'ONU, ou c'était sans l'ONU, ça d'ailleurs? Alors, on reproche à Donald Trump d'agir de la sorte, mais beaucoup le font finalement, d'agir comme ça en intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le mini-latéralisme. Ah, je ne connaissais pas. Mini-latéralisme, mais c'est qui beau. peut cohabiter avec le multilatéralisme. Ouais. Après, la question, c'est comment tout ça s'ordonne. Et il y a toujours eu effectivement des phases de grand dynamisme qui succédaient à des phases d'atrophie où les États se parlaient moins. Là, on est incontestablement dans une phase de tension, mais en même temps, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que ça négocie partout, y compris à l'ONU. On a adopté récemment un traité sur les océans, sur le plastique. Enfin, il se passe plein de choses, mais c'est décousu, en ordre dispersé. Et ce qui était la grande ambition de l'ONU, c'est-à-dire d'avoir un système universel où en fait toute la planète se parle, ça c'est un peu fragile. Secoué, et ça nécessiterait peut-être un engagement réaffirmé des États, en particulier ceux qui croient encore et qui veulent défendre le droit international, pour rappeler que l'ONU, c'est le forum qui est le seul forum mondial où 193 États peuvent se parler. Mais j'insiste aussi parce que Donald Trump est beaucoup critiqué. Mais regardez, prenez le conflit ukrainien. L'Union européenne, quand elle fait des sommets, enfin je parle sous votre contrôle, mais on n'entend pas parler de l'ONU. L'Union européenne, alors on entend parler de formats, de différents formats. Alors Minsk, les accords, avant même l'invasion russe de l'Ukraine, les accords de Minsk, peut-être qu'il y avait l'ONU, mais tous les sommets européens là, y compris avec le Royaume-Uni, c'est l'Union européenne qui prend le lead. On ne va pas le lui reprocher, mais il n'y a pas l'ONU. Oui, mais excusez-moi. Allez-y. Souvent, cela étant, c'est validé après par l'ONU. D'accord. Parce que même le bidule de Trump, là, le Conseil de la paix, il est passé par le Conseil de sécurité. D'accord. On voit pas. Il a tordu le truc parce que ça devait être limité à Gaza. Mais ça, c'est une chose qui n'est pas encore tout à fait décidée. C'est qu'effectivement, les États prennent, et les groupes d'États, des initiatives, mais ils continuent de venir à la table du Conseil de sécurité à l'ONU pour obtenir le tampon. Et ça veut dire que l'ONU conserve une forme de légitimité, même si
comme vous le décriviez très bien tout à l'heure, elle arrive parfois en bout de course pour entériner des choses qui sont, à mon sens, assez inacceptables. Sur cette question, quand l'Union européenne livre des armes à l'Ukraine pour se défendre face à l'armée russe, c'est sous... Non, quoi, il n'y a pas de mandat de l'ONU. Oui, l'Union européenne respecte, dit qu'elle respecte le droit international, y compris les règles relatives au maintien de la paix, dont l'ONU a le monopole, normalement. Hein, donc, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Mais, bon, dans le cas de l'Ukraine que vous évoquez, le Conseil de sécurité, dès l'invasion de l'Ukraine, a reconnu qu'il était incapable de se saisir de la situation, puisque la Russie est bien sûr membre permanent avec le droit de veto. Mais elle a passé le relais à l'Assemblée générale, qui n'a pas de pouvoir de décision. Mais elle a un pouvoir, c'est la chambre d'écho du monde, l'Assemblée générale. Donc ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'ONU, elle est modestement essentielle et, à mon humble point de vue, irremplaçable pour dire le droit. Oui, pour le rappeler, ne serait-ce que ça. Pour dire le droit. La Cour internationale de justice, dans des avis récents sur la Palestine, a eu des mots très forts sur le droit du peuple palestinien. Alors évidemment, ça n'empêche pas les crimes, ça n'empêche pas les graves violations du droit international. Mais le fait de dire... D'ailleurs, parfois, on rappelle des résolutions sur ce conflit précisément qui ont été adoptées sur le droit au retour des réfugiés ou sur le retrait des territoires occupés qui sont vieilles comme, non pas le monde, mais comme la date de leur résolution, des dizaines d'années. Bien sûr, il y a 1967, etc. Mais je pense que, voilà, il faut tenir les Nations Unies pour responsables de ce qu'elles peuvent, mais aussi reconnaître leur importance. C'est l'unique enceinte politique mondiale où les choses peuvent encore se dire. Et le Conseil de la paix ne lui arrive pas à la cheville. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en dit des choses. Il a rappelé récemment qu'une précédente analyse menée en 2006, donc il y a 20 ans, avait déjà mis en lumière des doublons, des lourdeurs bureaucratiques, vous en avez parlé, des inadéquations entre mandats et ressources. Et il est question de supprimer jusqu'à 20% des effectifs. Tout de même, l'ONU bouge encore puisque Antonio Guterres veut la réformer pour les 80 prochaines années. 80, pourquoi ? Parce que l'an dernier, l'ONU a eu 80 printemps. Et oui, mais il faut se rendre compte qu'au-delà des coups de menton de Donald Trump, il y a une très grande majorité d'États qui continuent de demander de l'ONU. C'est-à-dire, il y a une majorité d'États aujourd'hui qui veulent que l'ONU continue à assumer son rôle, notamment en matière d'aide au développement, mais aussi en matière de paix et de sécurité. Le continent africain est concerné au premier chef et il a tout intérêt à ce qu'il y ait toujours des opérations de maintien de la paix. Alors, en coordination avec l'Union africaine, mais il y a une demande bizarrement d'ONU, mais une ONU qui serait effectivement peut-être plus recentrée sur certaines missions, parce qu'en 80 ans, elle s'est dispersée à partir des missions que vous avez rappelées tout à l'heure. Donc peut-être qu'elle serait plus efficace, plus lisible, en se concentrant sur 2 ou 3 missions historiques. Donc pour vous, elle a encore de beaux jours devant elle ? Oui, je voudrais juste revenir sur un point très très rapidement. Vous avez montré tout à l'heure des graphiques intéressants sur le financement de l'ONU. Moi, je crois que la vraie menace, elle est là. C'est-à-dire que la menace, elle est interne. L'ONU, elle est vidée de l'intérieur parce que les États sont très en retard dans leur contribution budgétaire, les États-Unis aussi, mais pas simplement. Et lorsque même qu'ils versent leur contribution budgétaire, comme la Chine, ils le font très tardivement. L'ONU, c'est ça le vrai risque pour elle aujourd'hui, c'est de se vider de ses moyens de l'intérieur parce qu'elle n'aura plus les moyens d'agir. Merci beaucoup Pierre Baudot-Livinec et merci également Anne-Cécile Robert d'être venue nous donner des clés de compréhension et de réflexion donc sur l'ONU et son avenir. Et on a compris que vous n'étiez pas tous les deux des fans de ce Conseil de la paix voulu par Donald Trump. On rappelle toutefois l'information, Lula, le président brésilien, membre des BRICS, de ce qu'on appelle le Sud global, qui discute avec Donald Trump. On verra, pourquoi pas pour une éventuelle entrée du Brésil. On n'en est pas là, mais une rencontre se prépare à Washington entre les deux dirigeants.